Bienvenue aux 10 minutes juridiques, votre bimensuel vidéo avec le cabinet d'avocats Landau et Associés par VK. Dans quelques minutes, notre grand dossier sera droit et aide économique, la mobilisation générale. Mais tout de suite, 15 brèves pour 15 jours. Tout d'abord, en matière électorale, signalons le rejet de la QPC. Le Conseil constitutionnel a rendu ses décisions relatives à la constitutionnalité du premier tour des municipales du 15 mars dernier, avec une validation globale de la loi du 23 mars et un rejet des QPC, et un renvoi au juge électoral pour apprécier l'impact de la baisse de la participation, ce qui est nouveau. Également, en matière électorale, signalons pour le second tour, cette fois, deux décrets. Le décret 2020-742 et le 743, tous deux du 17 juin 2020, qui portent sur l'organisation du second tour des municipales, sur le droit électoral, la protection sanitaire des votants, etc. etc. Ces textes sont copieux, en voici le contenu. Attention, il faudra aussi bientôt prendre en compte une future loi à ce sujet. Signalons également que le second tour est reporté en Guyane et fait l'objet d'adaptation à Mayotte. Côté commande publique maintenant, relevons l'ordonnance du 17 juin 2020 qui porte sur les entreprises en redressement judiciaire, voire d'ailleurs à ce sujet l'article 38 de la loi du 17 juin 2020 dont on parlera après. Cette ordonnance porte également sur les PME, sur l'appréciation des candidatures, etc., etc. Toujours en matière de commande publique, de nombreux débats sur le déconfinement des chantiers et l'indemnisation des attributaires de marché de BTP fait rage. Notamment, signalons une circulaire du Premier ministre sur ce sujet. Enfin, relevons aussi deux arrêts importants sur le contentieux dit Tarn-et-Garonne. Côté fonction publique, maintenant, très grosse actualité textuelle là aussi, avec le décret du 4 juin 2020, avec les frais de déplacement, la loi du 8 juin 2020 sur les congés pour décès d'un enfant, le décret du 11 juin 2020 relatif au détachement d'office, texte important car il porte sur le transfert des agents en cas de changement de mode de gestion notamment, également le décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, le décret du 12 juin 2020 relatif au déplafonnement temporaire du compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale, et le décret du 12 juin 2020 relatif à la prime exceptionnelle pour les personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Côté incendie et secours maintenant, ont été publiés l'arrêté fixant le montant de l'indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires. Également, relevons l'arrêté fixant le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, sur un fond de polémique vive quant à la participation de l'État en ce domaine, et l'arrêté du 8 juin 2020 qui repousse au 28 octobre 2020 la date de recomposition des CA des divers services d'incendie et secours. Il s'agit pour l'essentiel des CASDIS. Signalons également une loi un peu fourre-tout avec la loi du 17 juin 2020 qui porte sur des mesures en matière de droit social, de fonction publique, de commande publique, on l'a déjà évoqué, de fédération sportive, d'ordre des architectes, de procédure pénale, d'université, de statut des étrangers, etc., etc. Ce texte est souvent allié avec d'autres textes qui ont été publiés au 18 juin 2020. A été publiée également une ordonnance un peu fourre-tout sur la transition Covid. Elle vise pour l'essentiel à prolonger certaines mesures et à procéder à un début de déconfinement pour d'autres situations. Ce texte est très riche, en voici le contenu. Dans la même logique, en matière de déconfinement, eh bien, le cadre de notre régime reste toujours le décret du 31 mai 2020, à savoir le décret 2020-663. À ceci près néanmoins qu'il a connu de larges assouplissements avec le décret 2020-724 du 14 juin 2020. Ce texte est important en termes de manifestation, à la suite notamment de l'ordonnance du Conseil d'État, y compris manifestation culturelle, de petite enfance, de distance en milieu scolaire, de zonage, etc., etc. Relevons également de nombreux protocoles en matière de déconfinement. Par exemple, en matière scolaire, avec un protocole sanitaire pour les écoles et les collèges au 22 juin, dont voici l'extrait principal. Relevons également une circulaire du 3 juin 2020, et pendant que les AESH et autres colonies de vacances ont aussi leur protocole, avec le protocole sanitaire accessible sur le site du ministère par exemple, et également à signaler le décret 2020-663 du 31 mai 2020, d'autres circulaires et protocoles sanitaires sont adoptés en matière divers comme les EHPAD, la pratique sportive, la culture. Revenons du côté des contentieux maintenant, avec la question de l'indemnisation d'une collectivité par l'État pour une durée excessive d'un contentieux avec des difficultés entre ordres de juridiction. Le tribunal des conflits vient de juger que le préjudice moral est indemnisable et que le préjudice matériel peut l'être à la condition de le démontrer. Voir en ce sens la décision du 8 juin dernier, commune de Saint-Esprit. Du nouveau, du côté des pièces d'identité, a été adopté un texte important en matière de démétallisation des justificatifs de domicile pour la délivrance de nombreux documents. Carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc. Côté forfait post-stationnement maintenant, deux arrêts importants sont à signaler, ils ont été rendus par le Conseil d'État à propos du nouveau régime de stationnement sur voirie. L'un pour détailler le régime et l'autre pour envoyer une QPC sur les procédures de contestation de ces FPS. Côté maintenant, droit souple. Le juge s'avère assez rigide. Le droit souple ne cesse d'être toujours plus étroitement pris en compte par le juge administratif.
lequel maintenant étend son contrôle aux lignes directrices de l'administration, même non impérative, même hors champ étroit des actes des autorités administratives indépendantes. C'est le sens de la décision du 12 juin dernier, JISTI. Cet arrêt à l'importance considérable unifie et étend les régimes contentieux des directives de droit national, des lignes directrices, des circulaires et des autres actes en matière de droit souple. Côté archives publiques maintenant, le Conseil d'État vient par une décision relative aux archives du président Mitterrand sur le Rwanda de relativiser le rôle du temps en ce domaine. Côté urbanisme maintenant, 2 ordonnances importantes sont à noter en urbanisme. L'ordonnance 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, les SCOT, et l'ordonnance 2020-745 du 17 juin relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicables aux documents d'urbanisme. Voici les grandes modifications apportées par l'ordonnance 2020-745. Passons maintenant au grand dossier, droit et aide économique, la mobilisation générale. Notre cabinet est très sollicité sur les outils d'aide au développement économique qui sont utilisables. Ceux-ci sont nombreux, mais aussi plus techniques qu'on ne le croit. Il en résulte toute une panoplie d'outils complexes à calibrer au cas par cas. Voici un graphique qui les retrace. Zoomons une seconde sur celui-ci. Oublier cette complexité, même au nom de la pandémie, c'est s'assurer d'une censure immédiate. Et même si le droit covidien comprend d'utiles assouplissements, il faut être très prudent et très stratège. À ce sujet, nous avons posé 2 questions à M. Christian Poiret, président du Douaisis Aglo, ainsi qu'à Michel Isnel, consultant associé, le management des liens. Tout d'abord, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Monsieur le Président, en ce domaine, quels sont vos projets à court terme et à moyen terme? Il y a 2 piliers. Le premier pilier, c'est l'aide aux entreprises. Avance remboursable, chose que nous avons réalisée à hauteur de 2 millions d'euros pour toutes les PME qui font le tissu du territoire et avec des aides remboursables en 60 mois. Le deuxième pilier, c'est que la commande publique soit toujours aussi importante. Et sur notre territoire, nous passons un boulodrome très important, un planétarium, une patinoire. Nous envisageons également de poursuivre notre écoquartier, un écoquartier qui est un des plus grands de France avec 166 hectares, et bien sûr continuer la création de nos parcs d'activités et faire du développement économique. Il faut donner de l'emploi, il faut faire de la richesse. Voilà comment nous y travaillons. Michel, en ce domaine, quelle approche adopter? Cette approche doit certes prendre en compte l'urgence des situations sur les territoires, mais aussi permettre aux acteurs de préparer un rebond durable. Monsieur le Président, quels obstacles avez-vous eu ou aurez-vous à dépasser dans ce domaine selon vous? Avec quelle stratégie et quels sont les conseils que vous pourriez donner aux autres territoires? Ce n'est pas facile quand on est communauté d'agglomération. Nous dépendons bien sûr de la région, mais nous dépendons également des services de l'État. Ça, c'est un des dossiers importants que nous avons traités pendant le confinement. C'est la rapidité des délibérations, la rapidité des décisions et le droit pour pouvoir payer les entreprises au plus vite. La stratégie aujourd'hui, c'est d'accepter le protocole Covid qui doit être mis en place sur les chantiers, être à côté de nos partenaires, continuer à développer le territoire. Il faut tourner la page du Covid. Je pense qu'aujourd'hui, on a un besoin de donner du travail et ce travail, on ne pourra le donner que si nous, force publique, à 70% des investissements en France, nous continuons. Nous ne devons pas nous recroqueviller sur nous-mêmes et nous devons avancer avec une stratégie financière sur un plan pluriannuel de gestion, un plan pluriannuel d'investissement, tout en considérant les effets Covid. Il ne faut pas les oublier, ces effets Covid, mais je pense que nous devrions avoir, dans les années qui viennent, un rebond d'activité. Michel, tu accompagnes entre autres un département à ce sujet, en lien avec nous. Quels furent les obstacles à franchir? Nous avons par exemple pour client un département qui vient de mobiliser des moyens d'agir grâce à une culture partenariale forte, historique, avec les EPCI ainsi que les communes. Cette mobilisation est possible par conventionnement et nécessite pédagogie, implication de l'ensemble des parties prenantes, citons là les consulaires, mais surtout une approche décloisonnée et coordonnée. Ce n'est pas toujours dans les pratiques, mais croyez-nous, c'est possible. Alors, à vous d'agir. Merci, à suivre donc, et à bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, par Lando et Associés, pour VK, et pensez à vous abonner.